Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, 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 on vous entend bien. Super, merci beaucoup. Alors, bienvenue pour cette session dédiée à ce que nous avons appelé le dispositif Sentinelle dans le cadre de la médecine de ville. Ah, on a, je crois, dans les commentaires la retranscription. Donc, on va pouvoir arrêter la retranscription pour ne garder que... Ouais. Donc, bienvenue à ce séminaire dédié à ce dispositif Sentinelle dans le cadre de Ségur de la médecine de ville. Ça fait quelques mois maintenant que nous avons ce dispositif qui a visé à travailler en collaboration étroite avec les éditeurs, les professionnels, pour essayer de faciliter au maximum les usages liés à la mise à jour des fonctionnalités Ségur au sein des logiciels. Donc aujourd'hui, on va vous partager ce retour d'expérience et voir avec vous ce qui a pu marcher pour ceux qui étaient présents pendant ces quelques mois et ces discussions très activement, avec plaisir pour qu'ils partagent les éléments. Et puis là, maintenant qu'on a ce recul, on est capable on va essayer en tout cas de vous livrer une vision de ces travaux et ce qui a pu donner les meilleurs résultats concrètement pour rendre service aux professionnels au quotidien dans leurs usages et dans leur logiciel. Et donc, en pratique, on va animer ce webinaire à deux. Donc, Sandra Malak, je suis médecin et je travaille au sein de la délégation au numérique en santé au sein du ministère de la Santé dans le cadre du programme Ségur pour la Task Force médecine de ville. Et puis, je suis accompagnée... Et Clémentine Jean, à l'ANS, donc l'Agence du numérique en santé. On travaille avec Sandra en binôme sur l'animation de la Task Force médecine de ville. Alors, on vous propose, je ne sais pas si vous voyez bien les diapositives, mais évidemment d'avoir un temps de partage et de présentation des différents éléments, et puis on répondra avec plaisir aux différentes interrogations, donc on prendra différents temps pour répondre à toutes ces questions. Et là, c'est le mode présentateur, nous dit Monsieur Vézère, donc il faut qu'on passe au mode... Non, reste là-dessus, tel que tu l'étais. Reste ici. Et là, je crois qu'on est bon. Sous votre contrôle. Nickel. Ok. On y est. Attends. Je suis partie trop vite, excusez-moi. On y est. Donc, ce qu'on disait, le Sentinelle, vraiment une démarche collective. Et très vite, on s'est rendu compte que l'objectif de toutes ces mises à jour, de toutes ces fonctionnalités, c'était que ça rende service au quotidien chez les professionnels et qu'il y avait des irritants qui étaient remontés, des difficultés d'utilisation. Et donc, l'objectif, ça a été la capacité de diagnostiquer toutes les difficultés et d'apporter des réponses aux différents obstacles au fur et à mesure qu'ils étaient objectivés. Donc, à date, il y a un certain nombre de difficultés qui ont été objectivées, un certain nombre de points qui ont été adressés. Et donc, comment on a fait pour déjà avoir cette phase de diagnostic? On s'est mis en position de pouvoir avoir des données quantitatives pour évaluer les tendances. Au départ, c'est les éditeurs, d'abord les éditeurs du dispositif SONS, qui étaient les premiers à déployer sur le terrain, qui nous ont apporté des statistiques d'usage. Petit à petit, côté pouvoir public, on a enrichi notre capacité à produire des statistiques fiables et représentatives, de plus en plus fines. Comment les professionnels alimentent mon espace santé, avec quel type de documents, quels sont les différents usages autour de la messagerie sécurisée. Donc là, on commence à avoir des capacités de sonder le terrain sur des éléments quantitatifs assez fins et assez fiables. Et évidemment, il a été question d'aller chercher des données qualitatives. Et donc là, on a fait appel à des professionnels, du coup, un appel assez large à tous les interlocuteurs qui étaient nos interlocuteurs habituels avec lesquels on travaillait, donc les grades, les ordres, les instances représentatives, les médecins qui travaillaient déjà au sein de la task force. On a été sur le terrain faire des entretiens, voire des démonstrations d'un certain nombre de logiciels.
On a également fait appel aux 6 de l'assurance maladie qui ont été renommés DNS, délégués au numérique en santé, qui ont été des alliés du quotidien pour mener cette démarche diagnostique, aller voir les différentes solutions, les différents téléservices, voir les différentes fonctionnalités, voir comment on pouvait faire pour faire en sorte que ça marche le mieux possible. Il y a même eu la création d'un nouveau métier avec des DNS experts, on le reverra un peu plus loin, référents de certaines solutions et qui font relais à la fois auprès des éditeurs et à la fois auprès de leurs collègues DNS. On a également mis en place un formulaire Sentinelle. On sait évidemment que le point de contact privilégié des professionnels, en premier lieu, c'est leur éditeur, et ce qui est tout naturel, mais parfois, ils avaient du mal à obtenir des réponses. Et donc, on a créé ce questionnaire dont vous voyez le lien ici, avec un certain nombre de remontées directes qui nous parvenaient et qu'on partageait directement avec les éditeurs quand ça les concernait. Puis parfois, ce n'était pas des enjeux éditeurs, c'était des enjeux plus transverses et du coup, qui pouvaient nous amener à repenser certains éléments de doctrine, par exemple. On a également fait des questionnaires de satisfaction auprès de l'ensemble des médecins qui avaient passé une commande Ségur. Donc 50 000 questionnaires qui sont partis en juin et en septembre 2023, avec à chaque fois plus de 3 000 réponses, donc un taux de réponse assez satisfaisant. Et les questions qui étaient posées vis-à-vis des fonctionnalités Ségur et des formations proposées. Et donc, on a fait remonter à chaque éditeur concerné les éléments qui le concernaient. C'était très riche également sur l'analyse qualitative, parce qu'on avait plus de 1500 commentaires. Donc, les médecins qui ont eu ces questionnaires avaient beaucoup de choses à nous dire, et ça a été extrêmement enrichissant. Ces diagnostics, après l'objectif, ça a été d'aller voir comment on pouvait essayer d'apporter des réponses. Et donc là, c'était une mobilisation assez forte de l'ensemble des pouvoirs publics, vraiment main dans la main, DNS, l'ANS, la CNAM, le G2 César Vital, donc tous les pouvoirs publics ensemble et dans le même objectif, et également avec les éditeurs qui ont participé très activement, c'est le moins qu'on puisse dire, à cette démarche. Ça a été une démarche qui a été suivie assez haut niveau, avec même une participation du ministre, de Dr Braun à l'époque, et puis qui a été suivi activement par son cabinet depuis. Et donc, quand je dis que les éditeurs se sont mobilisés, non seulement ils ont participé à la phase de diagnostic, mais également un engagement très fort dans la résolution des irritants et des difficultés qui ont pu être objectivées, avec une phase de déploiement en cycle rapide. C'était en mode assez agile, donc des versions mises en production pour certains très rapidement et parfois avec des cycles plus courts, beaucoup plus courts que ce qu'on pouvait connaître jusque-là, et donc un engagement très fort des éditeurs, c'est certain, qui ont pu amener au résultat que Clémentine va nous montrer dans un instant. Voilà, merci. Donc là, comme vous l'avez compris, cette démarche Sentinelle, elle a vraiment pris forme et est devenue effective en 2023. Et ce qui est aussi très, très valorisant et gratifiant voilà, pour l'ensemble des parties prenantes de cette démarche, c'est que ça a porté ses fruits. Donc, c'est hyper encourageant et ça nous pousse aussi à continuer. Donc, voilà, cette écoute active, ces cercles de discussion, ça a permis assez rapidement aussi, donc en même pas un an, de fluidifier la procédure de qualification de l'INS. On reviendra dessus après au cours de la présentation. Une optimisation des logiciels aussi pour simplifier tout ce qui est alimentation du DMP et mon espace santé. On reviendra également sur ce point. Donc ça, c'est le fruit de votre travail, de tous les développements que vous avez pu faire. Et puis côté pouvoir public aussi, voilà, un accompagnement marqué des professionnels. Donc, c'est avec les 6 DNS, délégués du numérique en santé, de l'assurance maladie, voilà, sur le terrain, au contact des professionnels pour les accompagner dans tous ces changements. Donc, ce travail itératif, en boucle étroite, régulier, ça permet voilà, cette augmentation qui est très notable. Donc, on va se focaliser, nous, sur le couloir qui nous concerne plus spécifiquement, à savoir celui de la médecine de ville. Donc, c'est celui en bleu marine, donc celui qui a la pente la plus forte depuis la rentrée. Donc, merci à tous les efforts qui ont pu être faits par les éditeurs. Donc, voilà, en termes d'alimentation, c'est 4 fois de plus d'alimentation du DMP entre mai et novembre. Et donc, voilà, des augmentations qui restent encore très marquées. On prenait plus 25 à 30% depuis juillet. Donc, les toutes premières installations des logiciels Ségur, c'était la fin de l'année 2022. Les premières difficultés remontées sur le terrain, c'était donc le tout début
2023, fin 22, début 2023, le temps de la phase de diagnostic des déploiements en cycle rapide par les éditeurs. Donc, on sait que le gros des mises à jour Sentinel, il y a eu différentes étapes. Il y a eu Sentinel d'abord, puis Sentinel optimisé dans les versions. C'était cet été, et donc ce qui est à l'origine de l'envolée qu'on observe désormais. Mais c'est sûr que toutes ces étapes ont pris du temps. Alors, on n'est pas complètement aux objectifs sur la médecine de ville. Donc là, on voit qu'on a 6 millions de documents qui sont produits tous les mois. Donc, en tout cas, c'était ce qu'on avait observé en novembre pour la médecine de ville. On s'attend globalement à ce que la médecine de ville représente à elle seule la moitié des alimentations attendues du Ségur. Et donc, on sait que globalement, ça peut être de l'ordre du... On peut s'imaginer doubler. Globalement, à terme, c'est les chiffres qu'on observe actuellement. Mais on ne peut pas bouder notre plaisir, c'est déjà des chiffres qui sont magnifiques. Voilà. Alors, Sandra le dit, le programme Ségur, c'est un programme ambitieux. La cible est d'atteindre, en tout cas à la fin de l'année, 250 millions de documents versés dans les DMP. Donc, la moitié qui seraient les documents produits par la médecine de ville. Donc, la cible attendue, c'est donc 400 documents par mois par médecin. C'est-à-dire, grosso modo, 1 à 1,5 documents par consultation au rythme de 20 consultations par jour. Donc, c'est ambitieux. Les cibles, donc voilà, donc ces 400 documents, à date, aujourd'hui, on est à peu près à 8% des PS qui atteignent ce niveau, qui est ambitieux. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'évolution, la progression avec le déploiement de Sentinel. Est-ce que ça a permis en fait de débloquer? Ce qui est très intéressant et gratifiant aussi de voir, c'est que grosso modo, jusqu'à l'été, on était à 90-95% des PS qui n'atteignaient même pas 10% de la cible, donc même pas 40 documents alimentés par mois par PS. Et on voit qu'on a perdu 30 points entre grosso modo l'été et aujourd'hui, et que, effet de vase communicant, on était quasiment à zéro en PS qui avait atteint ce seuil ambitieux de 400 documents par mois, et on a atteint quasi 10% au mois de novembre. On espère que les 10% seront atteints en décembre. Donc voilà, la dynamique est la bonne, ce qui nous encourage donc à poursuivre et à continuer donc cette démarche. Ce qui est assez génial, c'est qu'on voit que non seulement il y a des professionnels qui alimentent beaucoup et en routine, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils produisent une ordonnance, un certificat, un compte-rendu de consultation, du coup, ça vient alimenter mon espace santé, mais aussi une base de professionnels qui alimentent, qui sont de plus en plus nombreux. On était à 44 800 professionnels qui ont alimenté le DMP en novembre, donc on voit qu'on n'a pas encore l'ensemble, évidemment, des professionnels libéraux, mais tous les mois, on a une augmentation de l'ordre d'une quinzaine de pourcents sur le nombre de médecins qui alimentent. Donc, quand médecin en pratique, ça veut dire qu'on a de plus en plus de chances d'avoir sa consultation, un élément de sa consultation, son ordonnance, au sein de mon espace santé. Alors, on va revenir sur les principaux irritants qui ont été objectivés et sur lesquels il y a des leviers d'action qui peuvent être implémentés. Donc, globalement, les difficultés d'utilisation des versions Ségur des logiciels de cabinet, la qualification de l'INS, on va passer pas mal de temps parce que c'est évidemment la porte d'entrée des usages. Et ça a été un irritant assez fort en médecine de ville. Il y a l'enjeu d'avoir une alimentation simple, automatique et presque systématique en fait pour les professionnels. On a évidemment un enjeu de méconnaissance, à la fois par les professionnels et les patients, de ce qu'est mon espace santé. On a une acculturation forte qu'il a convenu de mener et qui poursuit encore à date. Il y a des enjeux spécifiques autour de la messagerie sécurisée de santé, des enjeux autour de la formation et après des enjeux plus spécifiques autour du VSM et de l'ordonnance numérique sur lequel on reviendra, qui sont des spécificités de la médecine de ville. Je te laisse. Alors, là, on a fait, suite à la phase diagnostic initiale, on est arrivé au top 5, au top 5 des optimisations, ce qui nous semblait prioritaire à implémenter dans les logiciels. Alors, ça ressemble un peu à des exigences. C'est vrai qu'on a parfois pris des libertés en ajoutant des exigences supplémentaires par rapport à ce qui existait. Et donc, on a ces 5 points qui étaient ce qu'on a demandé aux éditeurs d'implémenter et ce qu'ils ont fait, qui a permis aujourd'hui les alimentations qu'on observe. Donc, il y avait 2 points qui portaient sur l'INS, un point qui portait sur une clarification autour de la non-opposition
du patient à l'alimentation, un point sur l'alimentation systématique et simplifiée, et puis un point plus spécifique autour de l'alimentation de mon espace santé des ordonnances. Et on y reviendra dans un instant de façon plus détaillée. Mais en gros, ça consistait à faire en sorte que l'appel de récupération de l'INS soit systématique, automatique. Dès que je mets la carte vitale du patient, en gros, si je n'ai pas encore qualifié ou récupéré l'INS, ça lance l'appel de récupération et je l'ai déjà au moins dans mon logiciel. La qualification de l'INS en un seul clic, la partie identito-vigilance, c'est le clic indispensable et nécessaire où le professionnel vient confirmer, mais donc il fallait que ce soit dans l'immense majorité des cas en un seul clic. Après, du coup, la clarification sur la non-opposition, on va y revenir, mais donc par défaut, c'est une non-opposition du patient à l'alimentation, contrairement à la consultation. L'envoi systématique de tous les documents. On avait régulièrement le cas où il y avait un certain nombre de clics qui se rajoutaient quand le professionnel voulait envoyer un document à mon espace santé. Donc, on a travaillé à faire en sorte avec les éditeurs que ça soit un seul clic qui valide et qui envoie le document à mon espace santé. Et puis, même si, évidemment, médecine de ville, il y a un dispositif spécifique de l'ordonnance numérique, c'est bien un envoi qu'on appelle en Y. Ça part d'un côté à la base assurance maladie de l'ordonnance numérique quand on produit une ordonnance, mais ça part aussi à mon espace santé. Et finalement en Y de façon un peu indépendante l'un de l'autre. Ah bien. Alors, il y a un problème avec les slides. Ah, mais excusez-moi. Du coup, les difficultés d'utilisation. Est-ce que c'est bon pour vous pour les slides? Excusez-moi. Est en corrélation Oui, oui. avec. L'envoi Teams. Parfait. Donc, vous voyez bien la diapositive. Avec actuellement On un top voyait- 5. Là, par contre, là, on voit On Teams, voit mais tout Teams, à l'heure, oui. on voyait bien les slides. On est bon? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ah, super. Merci beaucoup. Alors, du coup, on a déjà quelques questions, mais peut-être que. Oui. Je vous propose qu'on avance parce que je pense que dans les prochaines diapositives, on va y répondre. Et après, si on n'y a pas répondu, évidemment, avec plaisir pour les reprendre. Outre, là, je pense qu'on ne partage plus les diapositives. Confirmation. Excusez-moi. On est bon? Ah, super. C'est sûr? Vous nous confirmez que vous voyez bien le. Non, on voit pas vos diapos. Là, on n'a plus les slides, là. Ouais. Ok. Bon, ok, on va faire autre chose. Excusez-moi. Ça s'appelle un ambassadeur inclusion numérique. Je vais peut-être en profiter à ce moment-là pour répondre aux différentes questions. Alors, Philippe Bédère nous demande, en complément de Sentinelle, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler quels sont les mécanismes d'audit, d'opposabilité, conformité, sanction, non-respect des exigences Ségur et quand ils seront appliqués? La première échéance pour nous, ça va être ce qu'on appelle les contrôles a posteriori pour pouvoir être éligible à la rémunération Ségur, au paiement des soldes. Il fallait avoir une atteinte d'un objectif de 10 alimentations DMP avec INS qualifié. Et la cible MSS a été simplifiée, n'a plus été retenue avec un changement de l'arrêté en avril 2023. Mais donc, il y a bien un objectif que chaque professionnel ou structure qui a passé un bon de commande Ségur et satisfait l'attente des 10 alimentations DMP avec INS qualifié. Donc, c'est quelque chose qu'on suit attentivement et régulièrement. Actuellement, on a vu qu'il y avait 44 000 professionnels en novembre qui avaient alimenté. Donc, on sait que les usages sont en train de progresser au fur et à mesure. Donc, on n'a pas encore lancé les modalités de contrôle a posteriori. Là où on ira vérifier que chaque bon de commande a bien eu ces 10
ces 10 alimentations, mais c'est bien prévu. Actuellement, donc il n'y a pas de date, hein, mais donc c'est bien en ligne perspective. Par ailleurs, il y a un objectif de contrôle, hein, de conformité, donc de visite sur site pour aller voir les différentes solutions installées. Donc là, on était vraiment dans une démarche sentinelle d'accompagnement, mais donc on sait qu'il va y avoir des visites de conformité, hein, pour s'assurer de la corrélation entre la réalité du terrain et les exigences Ségur qu'il a fallu satisfaire. Et donc là, pareil, il n'y a pas encore de date qui a été arrêtée. Alors, on avait une demande de Claire autour des DMP sont-ils consultés par les patients? On a une diapositive là-dessus à venir. Une demande d'Aurore qui nous disait pouvez-vous rappeler le lien vers les améliorations souhaitées pour Sentinelle? Et du coup, c'est à venir. Là aussi. Et enfin, êtes-vous certain que le point 3 est en corrélation avec les vagues de Ségur? Absolument, parce que l'objectif, c'est bien sûr que tout soit aligné. Donc, on va pouvoir rentrer dans le détail des différents éléments. Et le premier, c'était la difficulté d'utilisation des versions Ségur, avec essentiellement deux difficultés remontées par les professionnels. Des bugs, des instabilités, des baisses de performance. On ne voit pas se voiler la face. Ça a été des mises à jour assez copieuse, hein, assez intense au sein des logiciels, et donc qui dit travaux importants dit gravat, et donc difficulté, hein, parfois dans la finalisation et dans l'ajustement, et donc c'est des travaux complexes, donc il y a eu des ajustements nécessaires. Donc ça a été la source majeure, hein, sur les questionnaires de satisfaction, d'insatisfaction des professionnels. C'est clairement le numéro 1 de très loin. On a eu parfois des histoires vraiment difficiles de professionnels qui nous ont dit c'est terrible, la salle d'attente est pleine et mon logiciel ne fonctionne pas, je suis tout à fait démuni. Donc c'est une réalité. Il y a un certain nombre d'entre vous pu être amenés à faire des mises à jour progressives, hein, de façon à suivre les usages des professionnels et s'assurer qu'il n'y ait pas d'instabilité trop importante, et à étaler les dépôts des retours qu'il pouvait y avoir. Donc, ce qui est certain, c'est que face à une situation telle que celle-là, hein, des déploiements aussi massifs et aussi transformants, on ne peut qu'inciter à une écoute client extrêmement forte. Donc nous, vous avez vu, on a mis énormément de sons de tous les côtés pour avoir tous ces retours. Et c'est vrai, quand ça touche des éléments techniques, du coup, on ne pouvait que faire remonter aux éditeurs qui ont été très fortement engagés et impactés, hein, dans cette démarche de résolution des instabilités et les bugs. Et donc là, je crois qu'on peut saluer l'effort qui a été mis, donc à la fois l'effort de résilience et de patience des professionnels, mais l'effort également des éditeurs, dont parfois certains ont eu des supports qui ont été plus que sollicités. Il y avait le deuxième point, c'est un enjeu d'ergonomie, donc des parcours utilisateurs qui étaient complexes et chronophages avec beaucoup de clics. Alors c'est vrai que c'était des fonctionnalités qui étaient nouvelles, hein. Parfois, certains éditeurs ont eu des implémentations qui étaient pas toujours extrêmement simples. Et puis, on a parfois eu des exigences qui pouvaient faire penser que ça entraînait des complexités dans l'implémentation. Et certains éditeurs, parfois en voulant bien faire et en démontrant, hein, chacune des étapes du processus, rajouter des clics supplémentaires pour le professionnel. Donc il y a eu un vrai travail pour essayer de repenser une ergonomie, notamment autour de l'INS. Et puis, petit à petit, mine de rien, on apprend en marchant. Donc, on a vu que il y avait parfois des éditeurs s'inspiraient de ce qu'avaient fait les autres éditeurs, et tous ensemble, sur des fonctionnalités très socles, on a pu arriver à essayer de trouver les ergonomies les plus simples et fluides possibles. Et donc là, on a eu en quelque sorte aussi, on le sait, hein, l'ergonomie, c'est le précaré de l'éditeur, et c'est là qu'est votre savoir-faire. Mais parfois, on a pu avoir cette fonction de conseil, hein, et proposer des pistes d'optimisation au sein de l'ATF, et notamment là, maintenant, avec l'expertise des DNS, hein, de certains DNS qui se sont répartis les solutions de médecine de ville pour pouvoir en être référent en quelque sorte. Et on propose là aussi des conseils, de pouvoir être en gros une proposition de service pour, si vous vous posez des questions, de savoir comment faire, ou comment penser telle fonctionnalité. Comme mine de rien, on est en contact très étroit, vous aussi, avec les professionnels, mais qu'on en a vu pas mal, parfois on peut être force de proposition pour réfléchir ensemble à la meilleure ergonomie. Donc on a mis différents points de communication, hein, et comme on l'a vu, autour des FAQ, autour des questionnaires, autour des visites terrain, pour essayer d'avoir tous ces retours et partager le plus ouvertement et librement possible avec les éditeurs, l'objectif étant vraiment de travailler main dans la main à cette fluidification.
Alors, l'irritant number one, c'est la qualification de l'INS. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand on fait des questionnaires maintenant, on voit qu'il y a très peu de professionnels qui n'ont pas entendu parler de l'INS, l'identité nationale de santé. Maintenant, on voit que c'est largement connu. Alors, on a encore quelques méconnaissances sur le rôle et la fonction, hein. Il y en a encore beaucoup qui nous disent que ça sert pour contrôler et pour la fraude. Et on est bien d'accord que, évidemment, ça n'a absolument aucun enjeu de contrôle de fraude. C'est pour apporter la sécurisation de la prise en charge du patient et s'assurer qu'on prend bien en charge le bon patient et qu'on partage bien les bonnes données de santé avec les autres professionnels et avec mon espace santé. C'est à tel point peu une mesure pour contrôler la fraude que dès qu'il y a une suspicion de fraude, évidemment, on incite à ne pas qualifier l'INS, le risque étant de provoquer des alimentations, par exemple, de mon espace santé, avec des documents qui ne concerneraient pas le patient dont on a vu la carte vitale. Donc surtout, pas de contrôle de fraude. Au contraire, on ne qualifie pas si on a une suspicion d'incohérence d'identité. Après, on a une vraie difficulté sur le document d'identité, hein. On sait que ça a été un point majeur, même de principe, hein. Non seulement, ils nous disent on n'a pas le temps, mais même le principe même de la vérification du document d'identité a été un point qui a énormément irrité les professionnels et qui a été un point fort dans bon nombre de cas. Ça a été jugé chronophage et puis on avait des difficultés également pour la délégation au secrétariat. Donc, on a eu un travail d'accompagnement également des délégués au numérique en santé, parce que c'est souvent les premiers interlocuteurs des professionnels avec les éditeurs, et donc il a fallu les former pour qu'ils deviennent en quelque sorte des identités-vigilants de terrain. On sait que dans les hôpitaux, il y a ces identités-vigilances et ces identités-vigilances qui existent et qui sont des référents pour les collègues qui gèrent ces domaines-là. Et bien, c'est vrai que le professionnel dans son cabinet, lui, il est plutôt souvent seul face à ces questions. Et donc, on a très massivement formé les DNS pour qu'ils soient aptes à apporter des réponses aux professionnels. Pour autant, on sait que les deux grandes sources d'information, comme je le disais, du professionnel sur ces usages numériques, c'est évidemment les DNS, mais surtout les éditeurs, qui ont un rôle clé à jouer. Et donc, ces derniers mois, on a fait un travail pour outiller au maximum les professionnels et vous-même pour que vous puissiez leur apporter des informations. Donc là, vous avez sur le lien qui sera mis dans les diapositives, qui seront mis à la disposition à la fin de ce webinaire, un certain nombre il y a évidemment les affiches, mais il y a les fiches réflexes, quoi faire en cas de retour du téléservice non conclusif, du coup des webinaires dédiés. Et donc, l'enjeu, c'est que vous puissiez avoir les informations pour vos équipes, les supports, que vous puissiez les transmettre aux professionnels, que les DNS les aient, qu'on ait tous les mêmes éléments de langage autour de ces questions, en fait, qu'on partage ce savoir commun pour que les professionnels puissent s'en emparer. Ah ben, tiens, avec la petite affiche qui va bien, c'est la même diapositive. Pardon. Là, donc, on parlait du document d'identité qui a été un irritant très fort pour les professionnels et ce qui nous a amené à revoir la doctrine. Dans le cas particulier des professionnels de santé libéraux, on est dans une situation où ils disaient mais en fait, je connais mon patient depuis 30 ans, il n'est pas question que je lui demande son document d'identité. C'est moi qui est presque vu net, je fais toutes ces ordonnances, je sais qui c'est. Et on est dans une situation assez particulière où finalement, c'est le même professionnel qui va qualifier l'INS dans l'immense majorité des cas, qui va attester de connaître son patient et qui, s'il y a un problème de collision, le fait que il s'est trompé d'identité en faisant la qualification de l'INS et qui va alimenter le mauvais mon espace santé, c'est lui qui devra assumer les conséquences. Donc, dans cette situation très spécifique à la médecine libérale, mais en fait à l'exercice libéral en général, puisque ça marche pareil pour potentiellement une infirmière ou une sage-femme, par exemple, où c'est une même personne qui qualifie, atteste et assume, on a dit, en fait, il y a un enjeu de responsabilité. Si le professionnel nous dit, je connais cette personne et j'atteste que c'est bien cette personne, il n'y a aucune raison que le professionnel ne puisse pas attester lui-même de cet élément. Remplacer dans le cas spécifique où une même personne qualifie, atteste et assume la vérification systématique du contrôle d'identité par la possibilité de cette attestation de professionnel. Le professionnel peut pour autant tout à fait vérifier le document d'identité de la personne s'il le souhaite. On demandera également qu'il vérifie le document de la personne si c'est un nouveau patient. On demandera également que si c'est le secrétariat vérifie le document d'identité et fasse la procédure nominale avec la vérification du document d'identité.
Parce que le secrétariat, certes, pourra très bien connaître la personne, il pourra qualifier, mais par contre, c'est pas lui qui portera ses responsabilités. Donc c'est pour ça qu'on a circonscrit cette procédure d'exception à ce cas très particulier. Et donc, où le professionnel peut cocher dans son logiciel cette petite phrase: j'atteste déjà connaître l'identité de cette personne et sa correspondance au trait INSI. Cela me permet de partager ces données en toute sécurité. Donc c'est la petite phrase clé à mettre. Actuellement, vous la retrouvez dans le mémo INS dont le lien est ici, mais elle est également écrite dans la dernière mise à jour du RNIV et du guide d'implémentation qui ont été mis en concertation cet été et qui sont en cours de finalisation, qui seront publiés dans les prochains jours ou prochaines semaines. Alors, la qualification d'une identité en un clic, comment ça marche? Eh ben, c'est ce qu'on évoquait autour de la checklist. C'est le professionnel ouvre le dossier patient, il insère la carte vitale du patient pour ouvrir le dossier patient. En tout cas, à partir de cette information, ça va lancer un appel automatique au téléservice INSI pour obtenir la récupération. Et donc, là, on a en gros deux situations. La correspondance entre les traits du patient et le retour du téléservice est exacte. À ce moment-là, on n'a plus qu'à procéder à la partie identito-vigilance. Alors, soit avec la vérification du document d'identité, soit avec la procédure d'exception, comme on vient de le voir. Soit il y a un écart entre les traits. Et à ce moment-là, donc, il faut bien proposer aux professionnels les traits qui étaient antérieurement dans le logiciel et les traits qui sont retournés par le téléservice avec la mise en évidence des différences. Et là, il choisit s'il doit dire: ah bah oui, mais en fait, c'est juste une erreur sur le troisième prénom, donc je prends quand même, ou bien c'est sur finalement un écart qui est bloquant. Donc soit c'est un écart sur le troisième prénom qui pose pas de problème et donc il valide quand même l'identité et donc on est sur le clic nominal auquel on arrive, soit c'est plus compliqué, il y a une discordance, on n'a pas du téléservice et là on arrive dans un niveau de difficulté un peu plus important et ne nous voilons pas la face en médecine de ville. Quand on arrive dans cette dernière cas de figure où le retour du téléservice ne fonctionne pas bien, bah, là, ils sont bien embêtés. Et en général, du coup, c'est là qu'il faut faire appel à une aide complémentaire et c'est là que les DNS qui ont été formés peuvent intervenir. On a mis à disposition des fiches réflexes sur le site dédié qu'on a vu juste avant, quoi faire en cas de discordance, mais on sent que c'est un niveau de complexité actuellement que les professionnels n'ont pas encore intégré dans leur pratique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette récupération du téléservice? Là, on parlait de la carte vitale, on parlait d'ouverture du dossier. En fait, il y a différentes modalités qui ont pu être implémentées par les éditeurs. Parfois, ça peut également être des appels en batch sur la liste de travail du professionnel de la journée. À vrai dire, du coup, nous, on est ouvert aux différentes possibilités pourvu qu'on ait la récupération d'une INS avec un niveau de fiabilité satisfaisant et que derrière, cette qualification puisse fonctionner en un clic. Et on va vous montrer différentes modalités d'implémentation, différents écrans qui ont pu être faits donc pour pouvoir arriver à cette qualification en un clic. Dans la mesure où on a déjà récupéré par exemple, grâce à l'introduction de la carte vitale, il n'y a plus qu'à faire la partie identito-vigilance, j'atteste. Donc, soit c'est une case à cocher, donc on se retrouve sur un clic, soit c'est avec la confirmation des traits. Donc, vous pourrez voir les différentes modalités. Mais donc, on a différentes versions qui ont été implémentées dans les logiciels. Mais ce qu'on voit, c'est que quand c'est simple et facile, en fait, les professionnels s'en emparent. Parfois, quand on a tout bêtement une case à cocher, sortir, qui est aussi grosse que la case je valide, les professionnels ne s'embêtent pas et ils cliquent sur la case la plus visible. Alors, si on lui met en gros, vérifie que c'est bien la case et clique en un seul clic sur le gros bouton vert, là, ils y arrivent en général sans trop de difficulté. Un dernier point autour de l'INS, c'était la capacité à déléguer au secrétariat. On sait que pour faire l'appel à l'INSI, ça peut marcher avec une CPE, mais il faut que ce soit une CPE nominative, pas une CPE anonyme. Et c'est ce qui était massivement déployé dans les secrétariats en médecine de ville. Donc, il a fallu adapter le guide de commande des CPE nominatives qui a été revu et simplifié. Et globalement, on a eu des retours, notamment des éditeurs qui nous ont dit que c'était vraiment pas clair les services auxquels permettaient d'avoir accès les différents moyens d'identification électronique, ce à quoi me donne droit une CPS, une CPE, une ICPS, une CPF, un certificat de structure. Et donc, il y a un guide qui a été revu, dont vous trouverez le lien qui est disponible sur le site de l'ANS, avec à date les différentes fonctionnalités, les différents services, depuis le SAS, depuis l'alimentation DLP, etc., pour les différents types de cartes et certificats, pour essayer de clarifier un peu ces usages-là, et en sachant que c'est évidemment des éléments qui vont être amenés à évoluer au fur et à mesure que les moyens d'identification vont évoluer, et de même les usages autour.
va finir sur l'INS. Ah oui, tu as raison. On a effectivement ce petit changement sur le data matrix que vous avez peut-être pas tous vu encore. C'est l'INS, le data matrix, c'est que le guide Ségur dans les exigences, c'était INS non signé. Qui apparaissait à côté du data matrix INS, et en fait c'était assez peu compris des professionnels parce qu'on disait c'est qualifié mais non signé, et en fait c'est une histoire de certification de signature électronique à haut degré de confiance. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette mention manuscrite à côté, mais on nous a dit qu'on pouvait servir du QR code avec une mention manuscrite pourvu qu'il y ait quelque chose donc à côté. Donc on a remplacé INS non signé dans INS à scanner dans la dernière version que vous trouverez en ligne sur le site de l'ANS, dont le lien est ici. On a également eu la demande de certains de nos professionnels qui nous disaient que c'était trop long, les INS, l'identité complète avec l'ensemble des éléments qui étaient présents. Donc ça nous a amené à faire une version abrégée. Et donc là, c'est la version la plus abrégée possible qui a pu être proposée, complète, mais quand même abrégée. Donc voilà, on a pris le temps d'aller un petit peu de rentrer dans le sujet sur l'INS, parce que comme vous avez pu le constater, il y a quand même beaucoup d'adaptations, d'évolutions qui ont été opérées et surtout qui ont porté leurs fruits. Donc voilà, on voulait consacrer le temps nécessaire à ce sujet. Autre sujet essentiel sur lequel il y a eu pas mal d'ajustements et d'évolutions, c'est celui de l'alimentation du DMP, donc mon espace santé, en simplifiant et également avec certains arbitrages. Donc déjà, ce qui avait été constaté, c'était comme pour l'INS, c'était une multiplicité de clics. Donc l'idée, c'est vraiment de rationaliser ces clics qui sont autant d'irritants pour le professionnel, lui, quand il est en consultation en cabinet face à son patient. Et donc, voilà, la question de l'acceptation, donc non-opposition du patient pour l'alimentation de son DMP, on voulait partager avec vous voilà, ce qui a été décidé donc en termes de doctrine. Donc pour l'alimentation, par défaut, donc sans qu'aucune action soit nécessaire de la part du PS, voilà, il est considéré que le patient ne s'oppose pas à son alimentation. Donc alimentation du DMP ou de mon espace santé. Donc on est un petit peu sur l'idée du opt-out, et donc l'envoi des documents est par défaut automatique au DMP du patient. Donc c'est un point, Madame Thial nous soulignait à l'instant, qui n'était pas très clair en vague 1, même si on avait déjà les documents que vous trouverez ici dessous, avec la fiche pratique, la synthèse des droits, les menus détaillés. Mais c'est vrai qu'il y a eu un enjeu de clarification assez fort là-dessus. Pour la consultation, en revanche, il y a de la part du professionnel le recueil de non-opposition du patient de façon explicite une fois lors d'une consultation, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire pour les prochaines consultations, mais il y a ce recueil de non-opposition explicite à faire de la part du PS, et donc qui est nécessaire avant toute consultation préalable du DMP. Vous n'êtes pas sans savoir, mais je préfère le rappeler, voilà, que toute action de consultation du DMP est tracée. Donc, c'est-à-dire que le patient reçoit une notification, généralement sur son smartphone, s'il a téléchargé l'appli, comme quoi il y a eu une consultation. Donc, c'est pour ça aussi, voilà, que le recueil de non-opposition avec le recueil de la voix du patient est nécessaire. Autre chose sur laquelle il y a eu aussi également des évolutions et voilà, des préconisations qui seront renforcées en vague 2, c'est limiter donc le nombre de clics pour l'envoi vers mon espace santé. Et donc, l'idée, c'est de considérer que le clic de validation impression du document, que logiquement les professionnels faisaient au préalable, fasse office de validation et donc d'envoi immédiat donc, au DMP. Donc, c'est sans action complémentaire et sans aucun clic supplémentaire. Toutefois, si le professionnel s'oppose à l'envoi du document vers le DMP ou l'espace santé, ça c'est tout à fait à la main du professionnel, et dans ce cas de figure, ça nécessite un clic supplémentaire. Oui, on sait que dans un bon nombre de cas, les patients voudront ne pas partager leurs éléments, soit parce qu'il s'agit de données sensibles sur le plan infectiologique, gynécologique, etc. Et du coup, le patient peut souhaiter que le professionnel n'alimente pas ce document-là, et donc il est tout à fait possible de le retenir, mais à ce moment-là, c'est un clic supplémentaire, et donc par défaut, ça part, quoi. On sait qu'il y a un certain nombre de modalités d'adaptation, qu'on peut choisir d'envoyer un document en invisible, qu'on peut choisir de cacher aux représentants légaux, qu'on peut choisir de masquer aux autres professionnels, mais du coup,
par défaut, ça part en visible, avec la sécurité habituelle qu'évoquait Clémentine et qui est la sécurité de mon espace santé. Et en plus, on peut rajouter des éléments supplémentaires si on le veut, mais donc on n'aura pas besoin de repréciser à chaque fois ces éléments de visibilité. Voilà, on est vraiment sur l'idée de la simplification véritablement du circuit d'envoi. Et puis voilà, que l'ordre d'envoi, en fait, ça se fasse de manière invisible pour le PS, sans le bloquer dans l'utilisation ensuite de son interface dans la poursuite de sa consultation ou des opérations qu'il a à réaliser. Ouais, ça, c'est vraiment un point qu'on va renforcer dans la vague de Ségur, l'aspect en tâche de fond. Actuellement, on voit que c'est évidemment un irritant assez fort des professionnels de voir l'envoi qui mouline pendant quelques secondes, et c'est toujours trop long. Donc, on a rajouté des éléments là-dessus. On sait que c'est un point qui est particulièrement complexe sur le plan technique et qui nécessite pas mal d'efforts. Mais on est aussi, on a aussi en tête à quel point ce sera clé pour les usages. En synthèse de cette slide, voilà un petit peu sur la clé de la réussite. Je reprends les éléments qu'on vient de présenter avec Sandra. Voilà, l'alimentation, elle est automatique, c'est pas de clics supplémentaires. La non-alimentation, en revanche, elle nécessite un clic. Donc, voilà, c'est vraiment limiter tous les clics qui viennent perturber voilà, le déroulé de la consultation ou de l'exercice du praticien. Pour tout ce qui était les types codes, voilà, que tout soit automatiquement en fait paramétré, que les modèles soient paramétrés avec le type code qui convient. Donc les types codes, donc voilà, c'est l'appellation des documents quand ils viennent alimenter le DMP, donc mon espace santé, et faire en sorte qu'il soit bien qualifié avec la bonne dénomination. Donc voilà, que tout ça soit transparent en fait et invisible pour le PS, mais que tout ça soit fait d'office. Que tout ce qui soit les clics supplémentaires, enfin un petit peu la chasse aux clics supplémentaires, et que le déploiement en fait du Ségur ne génère pas en fait, ou génère du moins un minimum d'actions en complément pour le professionnel. Ouais. Du coup, le typecode, c'est une difficulté importante, et pour être honnête, on n'est pas encore sorti complètement des difficultés parce que, en fait, on ne sait pas toujours quel est le document qui est en train de produire le professionnel, surtout quand il a créé son propre modèle. Donc, ce qu'on a préconisé aux éditeurs, ça a été déjà de commencer par les ordonnances, surtout les ordonnances de produits de santé, qui en général sont très bien caractérisées au sein des logiciels. Donc, au moins, quand c'est une ordonnance, on peut avoir l'association automatique du typecode. Pour le VSM, ça avait été en général très bien fait, vous l'aviez bien associé d'emblée au typecode. Mais par contre, pour les autres documents au fur et à mesure qui sont produits, notamment à partir des modèles, on propose que vous les fassiez en fait à chaque fois une association au fur et à mesure de l'utilisation par les professionnels qui reprécise de tel typecode il s'agit, ou bien au moment de la création du modèle qui précise une fois pour toutes de quel typecode il s'agit ou quelles sont les modalités d'alimentation ou pas, parce qu'on sait qu'évidemment, il y a des documents qui n'ont pas vocation à alimenter mon espace santé. Par exemple, un certificat comportant des données sensibles touchant un tiers n'a pas nécessairement vocation, et donc le professionnel puisse choisir que ce type de document parte ou pas. On insiste quand même sur un point, voilà, on retourne un petit peu d'expérience. Pas de possibilité de désactivation des fonctionnalités Ségur, INS, DMP. Voilà, ça peut être désactivé au cas par cas, mais pas de désactivation générale possible. Voilà, c'était un rappel essentiel aussi sur le déploiement des logiciels en version Ségur. Du coup, on a fait un petit argumentaire, donc là aussi vous retrouverez le lien, du coup, pour rappeler aux professionnels qui parfois disent mais pourquoi je m'embête avec tout ça, c'est absolument essentiel que le patient dispose de ses propres données de santé. C'est un élément clé au sein de notre démocratie sanitaire. Le fait que ce soit simple et facile à envoyer en un clic, finalement, ça leur simplifie la vie au quotidien. Tu ne te poses pas la question, tu cliques et puis l'ordonnance, elle part. C'est le même bouton valider impression. Tout ce que tu donnes au patient, du coup, tu l'envoies à mon espace santé. Donc, il y a tout un argumentaire comme ça qu'on a renforcé pour essayer de les accompagner dans cet usage. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on voit les usages sont en train de décoller, et ceux qui sont actuellement dans la réticence sont des personnes qui ont plutôt des craintes autour de la sécurité et de la cybersécurité des données personnelles. Donc là, on vous a mis également le lien vers un petit dépliant qui est à destination des patients, mais qui en vrai sert aussi beaucoup aux professionnels sur que l'hébergement des données, la sécurité de chasse aux brèches possibles avec des cyber-hackers qui tournent autour de mon espace santé en permanence. Donc, des éléments qui sont là pour rassurer les professionnels dans leurs usages. Je vais poursuivre avec toujours l'alimentation du DMP. Là, voilà, on voulait un petit peu vous reprendre
les principaux retours donc du terrain, freins qui ont été identifiés, donc freins à l'alimentation du DMP, freins à la qualification, freins à l'utilisation d'une version Ségur. Donc voilà, les freins, on peut vraiment les dissocier deux catégories. Voilà, des freins qui seront plutôt d'ordre technique, donc avec les outils utilisés par le professionnel dans l'exercice de son art, et puis des freins qui seront plus de l'ordre voilà, de la doctrine, de la posture. Donc, il faut vraiment dissocier les deux, et autant vous, en tant qu'éditeur, vous avez plus ou moins la main sur certains. Pour d'autres, en revanche, c'est vraiment de l'accompagnement au changement. Et je pense que c'est très important de ne pas faire abstraction de cet aspect aussi de posture, parce qu'il faut accompagner le changement. Donc, il faut accompagner ces idées parfois arrêtées pour favoriser les usages. Donc, grosso modo, en rouge, on a repris les majeurs, les plus bloquants. Ouais, là, c'est ce qu'on voit encore, en fait, pour chaque éditeur, pour chaque solution, on s'était amusé à faire l'exercice, hein, et on voyait une évolution au fur et à mesure des versions. Du coup, parfois, c'était, on avait des difficultés de déploiement. Bon, j'ai pas la version Ségur pour la moitié du parc, par exemple. Parfois, c'était, du coup, les appels en tâche de fond, l'INS est caché au fin fond du logiciel, donc le professionnel n'arrivait pas à trouver le bouton, même quand il était motivé. Donc, vraiment, pour chaque solution, il y avait des difficultés. Actuellement, là, j'ai remis en rouge celles qui sont encore présentes. Évidemment, parfois, notamment pour les solutions qui viennent d'être labellisées Ségur, j'ai pas encore la version Ségur. Maintenant, ce qu'on voit encore comme réticence sur l'INS, c'est tous ces cas-là où j'ai pas l'appel au téléservice direct dès que je mets la carte vitale. C'est encore ce qui pose des problèmes. Si je mets la carte vitale et que j'ai la carte CPS maintenant, et que l'appel en tâche de fond marche, ça marche dans l'immense majorité des cas. Et puis, des irritants qu'on voit encore, c'est ce qu'on dit autour du typecode. Et puis maintenant, l'appel en tâche de fond, ça rame encore pas mal. Mais du coup, on vous invite à regarder vraiment dans votre solution les différents points avec les différents degrés d'intensité, et à voir comment, petit à petit, l'objectif, c'est que tout le tableau devienne vert, dans la mesure où on aura une solution à apporter à chacun des freins qui nous remontera du terrain. Bon, après, il faut pas non plus. On avance sur le sujet, donc c'est sûr que les freins seront nombreux. On en aura de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance aussi jusqu'au bout et jusqu'à l'alimentation. Voilà, mais de plus en plus, vous voyez, il y en a de moins en moins en rouge, et c'est ce qu'on veut réussir à réaliser en vous accompagnant, et puis en partageant aussi avec vous ce qui nous revient du terrain. Sur la partie inférieure, c'est plutôt les obstacles un peu doctrinaux, philosophiques des professionnels, les réticences qu'ils peuvent avoir, du coup, parfois des réticences qui pourraient être justifiées par expérience. Tous mes copains avaient installé la version Ségur, ils m'ont dit que ça buguait. Bon, du coup, maintenant, il faut les rassurer en disant c'est de plus en plus éprouvé sur le terrain, ça marche, donc vous inquiétez pas, on peut y aller en étant de plus en plus serein. Du coup, il y a des oppositions de principe, on parlait de la sécurité. Il y a maintenant des inquiétudes actuellement sur l'alimentation systématique. En mode, il va y avoir beaucoup trop de documents au sein de mon espace santé, comment on va pouvoir s'y retrouver. Donc là encore, on a des éléments pour essayer d'apporter des réponses. Et donc, c'est dans les différents documents qu'on va repartager là, et avec plaisir pour réfléchir avec vous aux meilleures façons de répondre à ces différentes inquiétudes. Avant de passer à la partie suivante, on va peut-être reprendre quelques questions. J'en aurais vu passer certaines, ouais. Alors, tiens, on a la question du nombre de documents produits par les professionnels. Donc, c'est un peu la statistique que j'évoquais. Par exemple, sur les ordonnances, c'est 1 à 1,5 ordonnances par professionnel. Du coup, c'est surtout des ordonnances qui sont produites de façon générale. Maintenant, évidemment, ça dépend d'une consultation à l'autre. Ça va de 0 à 5 ordonnances. Du coup, plus ou moins un certificat quand c'est le contexte. Mais donc, on a une moyenne de 1 à 1,5 documents produits. Docteur Prunel nous demandait les documents sont-ils consultés par les patients. Du coup, c'est la diapositive suivante, mais de plus en plus. Allez, donc, Madame Thiel, on profite pour la faire. Oui, on voit que maintenant, donc, les Français disposent d'un Mon Espace Santé dans l'immense majeure partie des cas, à plus de 95%, et 2% se sont opposés, donc tous les autres en disposent.
on a des usages qui s'accélèrent. Donc actuellement, il y a plus de 10 millions d'usagers qui ont activé mon espace santé. Donc ça correspond à 15% des mon espace santé qui existent. Il y a une dynamique assez forte qui a été relancée notamment par les campagnes de communication de septembre-octobre avec plus de 300 000 activations par mois. Et on sait que quand il y a des alimentations à mon espace santé, c'est un cercle vertueux parce que du coup, le patient reçoit une notification ou un courrier, donc il dit qu'est-ce qui se passe, il va regarder. C'est une dynamique qui se renforce. On a des téléchargements de l'application mobile chez plus de 2 millions des usagers et donc des utilisateurs qui s'engagent. On a 13 millions de documents qui ont été ajoutés par les patients eux-mêmes. Parmi les patients qui ont activé, les usagers qui ont activé mon espace santé, il y a 27% qui ont activé leur profil médical, la version patient du VSM avec leurs propres allergies, les données de santé, tout ça. Et du coup, on voit qu'il y a un usage qui s'ancre dans la routine, puisqu'il y a 40% des utilisateurs qui reviennent d'un mois sur l'autre, ceux qui ont téléchargé l'application. Et c'est amusant, on a de plus en plus maintenant de retours de professionnels qui nous disent en fait, j'ai été obligé de regarder comment ça marchait parce que c'est mon patient qui m'a demandé, ils m'ont dit. Voilà. Donc, on compte aussi sur ce rétro-contrôle par les patients qui, petit à petit, auront leur compte rendu d'imagerie en sortant du cabinet de radio, auront leur lettre de liaison en sortant de l'hôpital, et du coup, ils pourront avoir leur ordonnance en sortant de chez leurs patients. Et donc, on dit que c'est comme ça que petit à petit, on va réussir à généraliser les usages. On avait une autre question autour de... Alors, Mathieu nous disait, est-ce que tous les professionnels consultent réellement tous ces documents, notamment toute la page dédiée à l'INS? On n'a absolument aucun doute sur le fait que non. Du coup, on peut voir le nombre de vidéos vues YouTube sur la vidéo sur l'INS, elle reste entre nous assez limitée, et évidemment pas à l'échelle du nombre de professionnels, donc c'est sûr qu'il faut les accompagner. On sait qu'on va y revenir plus loin, mais la formation des professionnels, c'est quelque chose de pas simple. Il va falloir des actions multimodales, répétées, pour y arriver. C'est pas en une fois, et ce qui est sûr, c'est que c'est la répétition et les différents canaux qui vont faire qu'on va y arriver. Donc, est-ce qu'ils les connaissent tous par cœur? Non. Est-ce que vous déléguez une partie quand vous jugez que c'est pertinent de faire des campagnes? Ça ne peut qu'aider. Ils mettent le lien pour les CPE dans la conversation. Donc, navré, on n'a pas suivi ça, mais on vous renverra bien évidemment tous les liens après. Mantia nous demandait si, une fois pour toutes, faut-il de data matrix INS sur l'ordonnance? La réponse est non. C'est dans le référentiel, dans les exigences VAGUN, il a bien été précisé que c'était sur tous les documents, excepté l'ordonnance, qui aurait son QR code. Vous parlez dans la slide 17 de l'information du patient obligatoire préalable à tout accès. Donc je reviens sur la partie peut-être alimentation pour préciser. Alors, c'est par défaut une alimentation de mon espace santé avec les documents produits qui doivent alimenter mon espace santé, donc tous les documents nécessaires à la coordination des soins, en vrai tous les documents qu'on remet aux patients, pour simplifier, avec l'information patient. Donc l'idée, on sait que l'information patient, c'est juste, en fait, on vous envoie à mon espace santé, on ne va pas se lever la face, en vrai, c'est ça, mais je vous l'envoie dans mon espace santé. Alors parfois, ça donne lieu à une conversation, mais c'est quoi mon espace santé? Et du coup, les professionnels les plus motivés expliquent, voire donnent le petit dépliant. Donc, vous trouverez aussi le lien vers le dépliant dans la présentation. Mais du coup, parfois, c'est une information assez succincte, mais effectivement, on sait qu'il faut cette information. Alors, on multiplie là encore les canaux d'information, les affiches, les modalités objectifs, et donc les patients s'informent aussi de tout ça, et que donc ce ne soit pas un cours d'un quart d'heure à chaque consultation par le professionnel sur ce qu'est l'alimentation, mais que le professionnel puisse simplement dire j'envoie à mon espace santé, que le patient dise oui et que tout ça fonctionne. Par contre, sur la consultation, c'est un peu plus complexe, et avec plaisir pour y répondre et apporter les précisions qui sont encore en train d'être détaillées dans la VAC 2 et dans le GIVLP dans sa 10e version. Monsieur Bédère, vous avez levé la main peut-être sur ce sujet? Oui, en fait, dans votre slide, vous parlez c'est pour la consultation, d'information systématique du patient avant toute consultation. Et la fiche de synthèse parle d'information par rapport à un nouvel épisode de soins, qui renvoie à la notion d'équipe de soins qui peut varier d'un épisode à l'autre. Et ça, c'est un truc... donc c'est pour ça que je pense que vous avez écrit, va au-delà de ce qu'a prévu les textes. Donc c'est peut-être un peu trop, on pourrait simplifier, mais c'est vraiment un point de clarification nécessaire, je pense, cette histoire d'épisode de soins, on verra dans le temps avec la vague 2, etc. Mais c'est pas toujours bien compris. Pour ça, votre slide allait un peu au-delà, je pense qu'il était un peu excessif. C'est tout. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, en médecine de ville, c'est serein. C'est-à-dire que à partir du moment où le patient est assis en face de vous en consultation, en gros, c'est que vous faites partie de l'équipe de soins, vous êtes là pour le prendre en charge. Après, si on a une consultation dans un autre contexte, un demande d'avis, une expertise, évidemment, c'est autre chose. Mais à partir du moment où le patient est en face de
ou, et à plus forte raison dans mon nombre de cas de médecine de ville chez les généralistes, ils sont médecins traitants. Alors, du coup, évidemment, on fait partie du cercle de soins. Et après, la question de ce qu'est un épisode de soins, évidemment, à l'hôpital, on se dit qu'un épisode de soins, c'est un séjour hospitalier. Quoique pour des prises en charge au long cours, la question est actuellement en train de se discuter et on a dénoncé dans bon nombre d'hôpitaux, et notamment dans ces CLCC, parfois des séjours ouverts au long cours. En ville, la question se pose. Je vais voir un dermatologue, je vais peut-être le voir qu'une fois, donc l'épisode de soins, c'est le temps de la consultation. Je vais voir mon généraliste, l'épisode de soins, c'est la prise en charge des 50 prochaines années. Donc, la mesure de l'épisode de soins varie évidemment en fonction du contexte, et je crois que notre boussole, ça doit être pour la consultation DMP. Alors, c'est pas l'objet du jour, mais il faut que ce soit légitime médicalement. C'est-à-dire que même un généraliste et un médecin traitant, s'il va consulter le DMP toutes les 5 minutes du patient de façon inopportune, ça sera mal vécu. Si même le dermatologue qui va voir le DMP d'un patient qu'il a vu qu'une fois, c'est pour lui apporter des éléments de santé et apporter des éléments complémentaires à son diagnostic et à sa prise en charge, évidemment, ce sera légitime médicalement et vu positivement par le patient. Et donc, la boussole vis-à-vis des professionnels, il faut que ce soit légitime. Alors après, la difficulté, c'est que il faut tracer tout ça légalement et informatiquement, ce qui n'est pas très simple, et on voit actuellement qu'il y a encore des discussions autour de la vague 2 à l'hôpital sur la consultation, et qui sera déclinée évidemment pour la vague 2 en médecine de ville avec ses spécificités. Mais donc, la boussole doit être le bon sens médical, la transparence vis-à-vis du patient, et le fait qu'au final, le patient doit rester maître de l'information, et notamment ce que disait Clémentine sur le fait que le patient reçoit une notification en temps réel, il a la traçabilité de l'intégralité des accès dans mon espace santé. On pense que cette transparence est aussi la garante d'une fiabilité des accès, et avec probablement le pousser, les professionnels, on va leur dire, un accès inapproprié, c'est une infraction de secret médical, et c'est condamnable pénalement. J'entends ce que vous dites, je pense que ça mérite, plutôt que des grandes théories, je pense beaucoup d'exemples qui peuvent être donnés, ça aidera beaucoup de choses. C'est un sujet qu'on retrouve aussi à l'intérieur des GHT, quand vous avez l'établissement psy qui prend quelqu'un en charge, la même personne va aux urgences, le cardiologue ou l'urgentiste dit oui, mais moi je veux le savoir parce que sinon je risque de le tuer, etc. etc. Bon. Et en fait, il faut bien dissocier la notion d'accès à l'information par un professionnel, de l'usage qu'il en fait, etc. Donc, je pense qu'il faut l'illustrer, mais je comprenais et la notion d'équipe de soins va au-delà des murs de l'hôpital aussi, bien évidemment, mais je comprenais de votre slide, enfin on pouvait comprendre, en tout cas je pense de votre slide, que toute consultation du DMP nécessite une information préalable du patient. Et c'est pas ça que vous vouliez dire. Or, c'est comme ça que je l'ai vu, votre slide. Ah si, du coup, je confirme, toute consultation DMP nécessite l'information préalable du patient, pardon. Ah bah non. Bah si. Là, je ne suis pas d'accord, c'est pas dans le texte. Ah pardon, pas à chaque fois. Pas à chaque fois, excusez-moi, du coup, quand on positionne l'accès... systématique. À chaque consultation, dit autrement, un médecin peut consulter le DMP une fois. Il en a déjà parlé à son patient, il peut revenir, quoi. C'est ça que je voulais dire. Pardon. Oui, actuellement, c'est cette mauvaise interprétation, je pense qu'il faut éviter. Parce que ça va pardon, vous avez tout à fait raison. Actuellement, le positionnement, c'est pour 6 mois. Quand on positionne l'accès au DMP, c'est pour 6 mois. Et donc, même si on est médecin traitant, au bout de 6 mois, on renouvelle en disant qu'on a eu le consentement du patient. Ce qui en vrai, dans la pratique, est un consentement assez simple. Vous êtes d'accord pour que j'aille voir votre DMP? Bon, mais on pourrait dire que le médecin, il peut recliquer sans en reparler à son patient aussi. Enfin, moi, je pense que c'est des choses à clarifier, simplifier. Voilà. En fait, l'autorisation... Pardon, ça sera un débat en soi, je crois. Juste si je peux me permettre, effectivement, on parle pas de consentement, mais d'information et droit d'opposition, comme vous le précisiez auparavant et dans vos slides. Par contre, effectivement, je crois qu'il y a une information nécessaire au moment de la collecte de la donnée. Et peut-être pas forcément et nécessairement au moment de la consultation par l'équipe de soins du DMP du patient. L'information doit intervenir au moment de la collecte de la donnée, on est d'accord? Alors, on est sur la consultation, l'alimentation? Sur l'alimentation. Donc, l'alimentation, par défaut, si le patient ne s'est pas opposé, il est d'accord. Oui, alors, ok, mais l'information doit intervenir au moment de la collecte des données. Donc, si les données sont collectées à des temps différents, l'information doit être réitérée.
Parce qu'il y a deux choses. Il y a la collecte de la donnée qui sert à alimenter un dossier local, un dossier médical local. Donc là, c'est un régime générique du dossier patient local d'un médecin ou d'un établissement. Et ensuite, il y a le fait que cette information soit poussée par le professionnel dans le DMP. Et là, on est dans la non-opposition. Voilà. C'est ça. Et effectivement, en termes d'information, il vaut mieux grouper, il vaut mieux simplifier le job en tant que patient, mais il y a deux régimes juridiques différents. Là. Il y a deux... Tout à fait. Ok. C'est pour ça qu'on a vraiment démarqué les deux sujets, ces deux approches. Ok, très bien. On a une dernière question. Quid des prescriptions à périmètre ordonnance numérique, imagerie par exemple? Donc la prescription d'imagerie n'est pas une prescription d'imagerie. Les radiologues ils tiennent beaucoup, c'est une demande d'imagerie, mais par contre elle alimente bien mon espace santé, elle fait partie de l'arrêté 1111-15 des documents obligatoires à alimenter dans mon espace santé. C'est la question. Et est-ce que du coup il y a un QR code Data Matrix INS? Oui, du coup il y a un Data Matrix INS. Et du coup, est-ce qu'elle est opposable en termes à un radiologue pour être exécutée, si elle est dans le DMP seul et on n'a pas le papier en tant que patient? Actuellement, donc on n'a pas de. Non, mais du coup, il y a peu de documents où on dit qu'il faut qu'ils soient légalement en papier. Il y en a très peu. On est en train de travailler sur les questions. Je crois que la réponse est non, mais c'est bien dommage. La réponse est non. Il n'y a pas actuellement, si on remet le document, quelle que soit sa forme, au radiologue, alors il est considéré acceptable. Il n'y a pas d'obligation que ce soit du papier qu'on remette au radiologue. On va y on va on fera on reprendra un moment pour des questions-réponses. Donc là, voilà, on s'est appuyé sur cette slide parce que ça répondait directement à une question. Je poursuis juste sur la notion, d'acculturation un petit peu des Français dans toute leur globalité, qu'ils soient patients ou professionnels de santé, au DMP. Donc voilà, clairement, ce que Sandra vous a expliqué, c'est que là, on est quand même sur un engagement qui est de plus en plus marqué. C'est vrai que dans un premier temps, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de curiosité. Et cette curiosité, conduit maintenant à un engagement, ce qui est quand même une bonne chose. Mais ça ne s'est pas fait sans action. Donc, il y a eu vraiment des campagnes de communication et d'accompagnement marquées. Donc, d'accompagnement vis-à-vis des médecins, sur le Ségur, sur mon espace santé, sur toutes ces questions de l'INS, de l'alimentation, de la consultation, des droits et devoirs des professionnels de santé. Donc là, l'assurance maladie a produit de nombreux supports. On va les passer tous, toi aussi, du coup, l'ANS, la DNS, on y a tous bossé. Donc voilà, l'assurance maladie, on a communiqué beaucoup, sur lesquels se sont mobilisés intensément donc la DNS et l'ANS. Voilà, on va les passer et les grades dans la best office. Donc voilà, il y a beaucoup de documents. On va vous les passer en revue. Il y aura des liens. Donc bien entendu, on vous communiquera à la présentation. Et dans la présentation, il y aura tous les liens pour retrouver ces différents supports. C'est des termes, c'est des éléments de langage, c'est parfois des questions-réponses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et reprendre en fait les idées, voire carrément les termes pour vous également. Donc cet accompagnement, il a été fait à destination des professionnels de santé, des patients, par différents canaux, par des affiches, par des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur le web également. Les chiffres d'augmentation, d'activation, de téléchargement, Sandra vous en a parlé avant, donc je ne vais pas m'appesantir sur le sujet. Et puis pour appuyer sur les territoires également toute cette démarche, il y a eu 2500 ambassadeurs, donc mon espace santé, qui sont encore aujourd'hui mobilisés en France. Il y a les conseillers France Service, et puis vraiment pour les professionnels de santé, les DNS, dont parlait Sandra, de l'assurance maladie, à leur contact. Donc voilà, on va vous passer un petit peu en revue ces différents supports. Il y a des captures d'écran et n'hésitez pas à les relayer auprès de vos clients. Ah non. Là, pareil, on n'a aucun doute sur le fait qu'ils ne le connaissent pas tous par cœur, mais l'idée, c'est de savoir qu'ils existent, de pouvoir les distiller, même pour vos supports, sur les fiches réflexes INS, de pouvoir les distiller quand c'est opportun.
Voilà. J'attire un peu votre attention. Voilà, Sandra parle un petit peu des questions que pouvaient poser les patients lors de consultation. Le top 15 des questions les plus posées par le professionnel de santé, c'est une ressource qui peut être voilà, à mettre en avant pour les médecins. On vous en parle parce que, bien entendu, de notre côté, côté DNS, côté assurance maladie ou agence du numérique en santé, on a relayé, on a communiqué, mais on est convaincu que pour que ça touche véritablement ensuite voilà, les professionnels, il faut y aller par différents canaux et rappeler les sujets, les choses à transmettre. Donc voilà, toujours voilà, des fiches très pédagogiques qui ont été réalisées, synthèse de sujets qui sont parfois assez complexes. Du coup, j'en profite sur la précédente. En fait, une question qui revient régulièrement de la part des professionnels, et du coup, Dr. Erdat s'aligne sur ses clients. Donc le DMP ne risque-t-il pas d'être un fourre-tout avec des alimentations non pertinentes, avec des doublons de compte rendu? Donc effectivement, c'est une possibilité. On voit actuellement la biologie, pour prendre l'exemple dont on a déjà discuté, qui parfois a pu alimenter en double, en visible, en invisible, parfois la version N1, la version N3. Donc c'est des choses qui ont vocation à être clarifiées. On voit que là, on a eu du coup un élan d'alimentation assez large. Maintenant, on va essayer d'aller de plus en plus finement dans l'aspect qualitatif de la pertinence des documents qui vont intégrer mon espace santé. Et puis derrière, évidemment, il y aura un objectif pour que ce soit le plus clair et lisible possible quand les usages de consultation seront présents. Donc avec des modalités pour la vague 2 qui sont déjà prévues de filtres sur la consultation, pour qu'on puisse retrouver facilement les documents d'intérêt avec des filtres parfois assez avancés à la maille du type de document non seulement, mais pourquoi pas le titre, la date, les auteurs. Et puis également des modalités d'archivage. On sait que par exemple une prescription au-delà d'une année n'a pas nécessairement vocation à être utilisable, donc elle puisse être rangée dans un placard dédié de mon espace santé, et ce sur quoi on est en train de travailler. Donc pour qu'au final, on ait bien les éléments clés à disposition facilement. On va essayer de passer les 10 slides là, pour qu'on ait un petit temps de questions-réponses, au moins 10 minutes à l'issue de notre réunion. Sur ce point-là, donc là, c'est les problèmes. On plonge un peu de mon espace santé, on passe plus sur les enjeux de messagerie. Et ça a été un irritant extrêmement fort remonté par les médecins de ville en disant: mais avant, je recevais mes comptes rendus de biologie, puis je les reçois plus, et puis l'hôpital, je ne sais pas pourquoi ça marche plus. Et c'est un usage de la messagerie sécurisée sous ses différentes formes qui était très ancré dans la pratique, et qui a pu voir une vraie régression dans les usages ces derniers mois. Et de façon concomitante à la mise à jour Ségur, et donc une association assez forte, même si les causes ne sont pas toujours directement liées. Donc on a évidemment un enjeu d'interopérabilité pas simple à gérer, avec un ancrage assez fort d'API-Crypt V1 encore présent, et les MSS. Donc là, c'est quelque chose, à la fin de la diapositive que vous voyez, dont on espère que ça va se résoudre très prochainement, avec l'avènement de l'API commune à toutes les messageries sécurisées de santé, qui est désormais disponible chez tous les opérateurs qui ont participé au SONS MSS. Et donc, vous avez dû voir le communiqué de presse qui vous a été envoyé par mail il y a quelques jours. Et donc là, on remettra le lien vers la documentation technique qui permettra à vos différents logiciels de venir se brancher via cette API. On sait que c'est quelque chose qui est une exigence vague 2, mais vu l'attente des professionnels, évidemment, tout ce qui pourra être fait d'ores et déjà rendra service sur le terrain. Le problème qu'il y a derrière cette API, une fois qu'on est bien branché, c'est est-ce que le document s'intègre bien et de la bonne façon? Et on a pu avoir un certain nombre de remontées sur le fait que parfois on avait des CDA qui posaient problème. On sait que le CDA est un format qui n'est pas nécessairement très simple, et il a pu y avoir un certain nombre de difficultés objectivées sur des INS qui étaient rangés à l'endroit du timecode, l'identité du patient qui n'était pas au bon endroit, etc. Pour autant, tout le monde est censé avoir passé le test Gazelle, mais dans le cadre du référencement. Mais on sait que parfois l'usage sur le terrain n'est pas nécessairement le même. Donc on nous a mis le lien là, vers un test qui peut être tester des données en vie réelle. Autant sur des tests comme Gazelle, on est sur des tests interop qui sont publics. Donc là, pas possible de tester un CDA qu'aurait reçu un de vos clients concernant des données d'un patient. Mais par contre, ce petit outil qui peut s'installer sur un ordinateur et qui peut permettre de tester le CDA in situ,
peut être l'occasion, si on objective un problème de construction du CDA, d'un signalement auprès de l'ANS, et derrière, on verra, pour retourner vers l'éditeur qui a été à l'origine de la production de ce CDA avec des problèmes de conformité, comment on fera. Alors après, on va voir, hein, est-ce que on proposera des projectatons, est-ce que le recommandé va partir directement, et est-ce qu'on va déréférencer tout de suite l'éditeur? Vraisemblablement pas tout de suite, on en est bien d'accord, mais du coup, en tout cas, qu'on puisse avoir une idée des proportions de ces anomalies, et petit à petit faire en sorte que les CDA mis en production chez les professionnels soient les plus fluides. Et du coup, le corollaire, c'est de tester chez soi que ça marche bien, hein, avant de balancer l'hôpital ou le labo de biologie d'à côté, du coup aussi pouvoir tester chez soi les intégrations. Donc on vous a remis les plateformes de test qui sont mises à disposition. Je vais passer au sujet de la formation. Voilà, on en a parlé un petit peu, la formation qui doit se faire par différents canaux pour finalement arriver à toucher aussi la cible, donc à savoir les professionnels de santé. Voilà, là on a repris un petit peu, donc voilà, suite à des échanges avec des professionnels sur les formations un petit peu, donc pas tant attendu, mais plutôt ce qui fonctionne. Sans surprise, on est sur la volonté d'avoir un support qui soit court, facilement accessible. Donc l'idée de l'intégrer au logiciel est quand même plébiscitée. Voilà, c'est l'outil de travail, c'est là-dessus aussi qu'on a les formations ad hoc qui conviennent. L'organisation de webinaires avec des questions-réponses. Voilà, c'est vraiment très vertueux dans la mesure où parfois aussi, si vous avez plusieurs professionnels, les professionnels se répondent entre eux. Voilà, partagent leur compréhension avec leurs termes, et bien accueillis et mieux compris voilà, de leur pairs. Et ça fait le lien avec la notion de club utilisateur aussi, pour créer un espace d'échange de bonnes pratiques. On a vu naître même parfois sur YouTube des démos sur l'utilisation du logiciel faites par un professionnel qui l'utilise voilà, à destination de ses pairs. Voilà, un petit peu sur des bonnes pratiques. Bon, le pendant, j'ai envie de vous dire le contraire de ce que je viens de vous présenter. Mais voilà, éviter l'impersonnel, des formats trop lourds, des mises à jour qui sont déployées sans informer au préalable les PS. Donc voilà, communiquer via l'outil de travail, voilà, de manière créative, etc. Bon, c'est votre outil, c'est vous qui concevez. Donc je pense que vous avez cette finesse d'approche. Mais voilà, on voulait partager avec vous un petit peu les écueils qui avaient été rencontrés sur le terrain. Et puis, on aura toujours, et ça, on se permet d'ores et déjà de le faire, quand on a des retours des DNS experts, donc de l'assurance maladie, voilà, on n'hésite pas à les partager avec vous, voilà, en bilatéral par mail, voilà, pour vous permettre d'avoir d'avoir le maximum de retours du terrain. Après, du coup, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont mis à disposition leurs outils de formation pour les DNS experts, parfois sur des plateformes dédiées. C'est quelque chose qui est très bien pour les DNS en général. Du coup, qui leur permettent de mieux connaître leurs solutions pour mieux accompagner les professionnels. Et donc, comme je vous le disais, on a désormais une offre que la CNAM propose de DNS experts qui sont référents de vos logiciels. Et donc, à votre disposition, n'hésitez pas à nous contacter à l'issue de ce webinaire pour qu'on vous dise, donne les coordonnées du DNS expert de vos solutions. Je crois que tous les logiciels, notamment ceux qui viennent d'être référencés, n'ont pas encore leur DNS expert, mais on en trouvera si vous avez cet intérêt. Donc, ils peuvent faire des retours très constructifs pour en avoir éprouvé beaucoup sur vos tutos, vos formations. Parfois, du coup, il y a des choses qui ne sont pas très claires et ils peuvent vous aider à les améliorer parce que beaucoup. Des points rapides sur le volet de synthèse médicale, parce que le volet de synthèse médicale, on va y revenir dans les prochaines semaines, les prochains mois avec des travaux complémentaires. Alors, bon, le volet de synthèse médicale, c'est probablement le document le plus important en médecine de ville, en particulier pour les médecins traitants. C'est un document qu'on considère pivot pour la synthèse de la santé des patients. Bonne nouvelle, il y en a 450 000 qui ont été produits au mois de novembre, et depuis le début de l'année, des MP qui sont vus alimentés par un VSM. Pour autant, du coup, comme il y a un usage assez fort et une attente forte, on a un certain nombre de remontées
sur des difficultés éprouvées, des difficultés au codage, évidemment. Hein, on sait que c'est pas toujours très, très facile hein, de se repérer dans les différentes terminologies. On sait qu'on a un enjeu également autour du texte libre, hein, qui fera l'objet de travaux, on y reviendra. Du coup, les professionnels mettent souvent pas mal de textes libres à côté des terminologies codées et ça ne remonte pas parce que du coup, ça ne rentre pas dans le cadre du CDA, du CISIS tel qu'il a été construit ou pas de façon évidente et donc on aura vis-à-vis de vous un enjeu de clarification sur ces éléments. Du coup, les professionnels aimeraient pouvoir aussi choisir ce qui remonte ou ce qui ne remonte pas, même à partir des éléments codés, en disant que ce n'est pas opportun, que tel antécédent remonte, etc. Donc, il y a un certain nombre de travaux autour du VSM qu'il faudra rouvrir. Là, actuellement, il y a la Haute Autorité de Santé qui est en train de retravailler autour de ce VSM et du coup, pour essayer notamment de le faire converger vers le modèle européen. Et donc, derrière, on aura certainement des travaux complémentaires de co-construction avec à la fois des professionnels et les éditeurs pour revoir le cadre CISIS et les terminologies associées. Alors, un petit point sur l'ordonnance numérique. L'ordonnance numérique, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau. Alors, le premier point de difficulté de l'ordonnance numérique, c'est évidemment l'incompréhension sur les pré-séries et le fait que, actuellement, on considère qu'il y a à peu près, même chez les médecins déployés Ségur, à peu près 30 à 35% hein, qui bénéficient seulement de l'ordonnance numérique déployée. Donc actuellement, c'est pas toujours facile pour un professionnel de savoir s'il a ou pas l'ordonnance numérique. Il voyait un QR code, mais en fait, c'était le Datamatrix INS. Donc, il y a eu pas mal de confusion. Donc, l'enjeu de ce clarification clé 1 de ce Y, donc une ordonnance qui est produite, que la pré-série soit passée, que le téléservice soit KO, etc., elle part à mon espace santé. Donc, pas d'apposition du Datamatrix INS, comme on l'a dit tout à l'heure. Après, un certain nombre de modalités de prescription, vraiment, on est sur du micro-spécifique, mais comme ils en font tellement et que c'est le cœur de leur métier, ça peut être des irritants tout de suite assez forts. Hein. Le fait qu'ils ont le droit de prescrire à la fois, pas des médicaments, mais des médecins sur le dispositif médicaux, sur l'ordonnance, il y a une coquille, j'ai écrit médecin à la place de médicaments. Ils peuvent mettre des commentaires, évidemment, sur un médicament ou en dessous et donner des conseils sur l'ordonnance. C'est flexible, même en ordonnance numérique. Il y a la possibilité d'apposer le paraphe, notamment pour les téléconsultations. C'est pas tous les stupes qui ont besoin de faire préciser l'officine, c'est certains stupes à risque de mésusage. Il est possible de rajouter une mention manuscrite, même si c'est une ordonnance numérique, et du coup, derrière, le pharmacien d'ordonnance numérique rajoutera la ligne sur la base d'ordonnance numérique. Il y a un certain nombre de points qui ont été clarifiés dans le cahier des charges, dans sa deuxième version de l'ordonnance numérique, qui est d'ores et déjà disponible, hein, et que certains éditeurs ont déjà commencé à implémenter. Je crois qu'il y a un premier éditeur qui a gagné le référencement CNDA avec le cahier des charges V2. On vous encourage évidemment à poursuivre vos pré-séries derrière pour généraliser le plus vite possible. Et voilà en gros ce qu'on voulait dire sur l'ordonnance numérique. Mais c'est vrai que tout ça, c'était assez dense et comme tu vas dire un instant, on n'a pas fini de travailler. On sait qu'on a encore un certain nombre de sujets devant nous. Vous voulez présenter mais vraiment rapidement, parce que là, on voulait vraiment plus attirer votre attention un petit peu sur ce qui avait été résolu, et sur les pistes concrètes qui étaient effectives et qui permettaient en tout cas de répondre à certains irritants. Là, voilà un petit peu, Sentinelle, c'est une démarche qui ne s'arrête pas là, qui continue. Donc aujourd'hui, où on en est, on va rebalayer les principaux irritants et un petit peu les chantiers qui nous restent. Donc pour faciliter la qualification de l'INS, les exigences qu'on a présentées, ce qui est maintenant ce qu'on appelle les exigences Sentinelle qu'on vous a présentées au début de la présentation, ils seront intégrés dans la vague 2, pour rentrer vraiment dans la doctrine du Ségur. La publication de la nouvelle version du référentiel national d'identité-vigilance est attendue très prochainement. Et les travaux ne s'arrêtent pas, on ne s'arrête pas là. On veut continuer à améliorer un peu ce circuit de qualification de l'INS et sur les retours que l'on a du terrain. Pour faciliter l'alimentation par les professionnels donc de mon espace santé, pour la vague 2, il y a des exigences AliProg et UX10. Donc, c'est tout ce qui est alimentation donc de mon espace santé en tâche de fond également, sans interférer le déroulé du travail du praticien, et l'UX10, tout ce qui va être expérience utilisateur. Donc, tout ce qui va être ressenti à l'usage en fait du logiciel.
la consultation du DMP, qu'elle soit facilitée avec notamment des filtres et éviter le côté fourre-tout redouté par les professionnels. Autre gros chantier également, tout ce qui va consister en la délégation des tâches et moyens d'identification électronique. Donc là, elles sont typiquement en ligne de mire. Donc voilà, tout ce qui peut être délégué au secrétaire médical, voilà, dans l'exercice de la pratique par le médecin. Voilà, en se calant, en tout cas au mieux, à leurs attentes et à ce qu'ils font aujourd'hui pour pas en fait entraver aujourd'hui ce fonctionnement qui instauré et mis en place dans de nombreux cabinets. Ensuite, il y a toute la question aussi sur laquelle on doit travailler sur tout ce qui est structure d'exercice coordonné, donc qui concerne les centres et maisons de santé, avec la question voilà, des certificats à déployer sur ce type de structure. Et puis, autre gros chantier également, toute l'évolution qui concerne les cartes CPS, voilà, avec les évolutions qui sont tout à fait courantes dans la vie d'un professionnel de santé. On sait que les certificats, c'est quelque chose qui est utilisé en routine à l'hôpital ou en biologie, de plus en plus en imagerie, en officine, et donc en ville, on n'a pas encore ancré les usages, alors qu'on pense qu'il y aurait un vrai enjeu de facilitation pour les professionnels. Donc on aura certainement des travaux et on reviendra certainement vers vous sur ces sujets. Parmi les autres points, donc on avait évoqué la MSS, donc là l'API LPS vague 2, mais en fait dès que possible. Et puis il y a des points sur lesquels on ne s'est pas attardé, mais qui nous ont pris pas mal de temps et d'énergie. C'est des points qui sont plutôt doctrinaux et fonctionnels autour de la MSS et qui touchent les opérateurs, avec des irritants pour les professionnels qui n'étaient de pas pouvoir déléguer nécessairement à un tiers l'accès à sa MSS, même quand il était en congé, ce qui pouvait poser des problèmes de continuité des soins. Du coup, des problèmes également autour des structures sans finesse. Un cabinet de groupe ne pouvait pas avoir une seule MSS commune en plus des MSS personnels. Donc ça, c'est quelque chose qui va être adressé dans le nouveau référentiel opérateur MSS. Et puis, il y a également un gros chantier autour de l'annuaire. L'objectif, c'est de pouvoir trouver facilement le correspondant qu'on cherche avec une donnée fiable, et ce qui rejoint une question sur laquelle on va revenir dans un instant. Mais globalement, tous ces éléments autour de la MSS, vous les trouverez spécifiquement sur le lien ici, qui est le chantier Sentinelle MSS, et tous les autres éléments du chantier Sentinelle sont sur la page dédiée. On avait mis le lien un peu plus haut. Oui. La dernière page de perspective, c'est autour, je crois, du VSM et de l'ordonnance numérique. Donc, sur le VSM, comme vous le disiez, pas mal de travaux en 2024 autour de la refonte du contenu métier qui va nous amener à revoir les cadres et à en discuter. Il y aura certainement des enjeux de concertation assez forts autour de ce thème. Et puis, l'ordonnance numérique, un point qui est attendu dans les tout prochains jours, c'est le décret en Conseil d'État qui devrait vraiment faciliter l'usage de l'ordonnance numérique avec le fait d'avoir un seul modèle pour toutes les ordonnances, qu'elles soient 100% exception stupéfiant, de pouvoir ne pas remettre l'ordonnance papier si le patient n'en a pas besoin. Par exemple, de ne pas demander le consentement à chaque ordonnance. Ça, c'est des choses qui vont être très facilitantes pour les usages et donc qui devrait être validé dans les tout prochains jours par ce décret en Conseil d'État. On va peut-être prendre quelques questions, les dernières questions, Ouais. Puisqu'on approche de la fin de ce webinaire. Alors, à partir de la slide 19, qui était la slide avec les différents points bloquants sur l'INS, sur la consultation, essayez de publier plus largement les freins sur les sites, les freins irritants, que ceux traités à votre niveau. Oui, du coup, on a un objectif fort, M. Védard, de pouvoir communiquer sur tous ces éléments et les diffuser largement. Donc, on est content de pouvoir prendre aujourd'hui ce temps avec vous et partager tous ces travaux qui nous ont pas mal mobilisés, ainsi que les éditeurs sont ces derniers mois. Mais effectivement, là, la mise à jour de la page Sentinelle est régulièrement actualisée. Là, ça va l'être encore dans les prochains jours. Les relations. Juste une remarque, s'il vous plaît, je me permets sûr. de compléter. À nouveau, je resalue la démarche, elle est très très bien. Mais cette notion de transparence, elle me semble vraiment importante. C'est-à-dire que j'entends des frustrations sur le thème, est-ce qu'on est vraiment écouté à Paris, ils sont hors sol. Enfin bref, je vous la fais courte, vous les connaissez toutes, ces histoires. Mais je rebondissais sur un des slides dont je n'ai plus le numéro, le 25 ou le 19, je ne sais plus. Vous avez affiché et classé les différents irritants que vous avez reçus sur un thème. Si Oui. vous pouviez mettre ça plus facilement accessible et pour montrer l'ampleur déjà de ce qui est fait, ce qui est déjà collecté et un peu ce qui est traité, etc. Je pense que ça irait dans le sens de la transparence et de donner de la visibilité à la démarche et ça rassurerait tout le monde, quoi.
Ouais, Merci. Ouais, merci. Du coup, t'as raison, Ouais. on n'a jamais pensé à publier le funnel. Là, du coup, on était en train de refondre la page Sentinelle dans sa prochaine version pour justement, comme tout ça évolue assez vite, l'actualiser en temps réel. Je prends le point. Merci. C'est vrai qu'on a mis le lien vers la page Sentinelle qui clairement va être retravaillée également. Et merci pour votre remarque. Des retours patients sur l'ergonomie de mon espace santé, bah oui, en fait, on a des notes sur les stores qui sont vraiment top. 4,7, 4,8, aussi bien dans les qu'Apple, mais Voilà. vraiment bien. Que se passe-t-il quand un médecin récupère les données à partir du DMP vers son dossier local, donc quand il télécharge? Donc, comme toute consultation DMP, le patient, s'il a l'application, est notifié en temps réel. Sinon, il reçoit un mail lui disant qu'il y a eu une consultation d'un document dans son DMP. Sinon, il reçoit un courrier si on n'a pas de mail. Et donc, au sein de l'historique, quand il regarde mon espace santé, il a toutes les transactions qui ont été effectuées. Il sait ce qui a été regardé, ce qui a été téléchargé, tout est détaillé. L'API LPS, c'est dans longtemps, bah non, on n'espère pas. On espère que ce sera prochainement. Et du coup, même si c'est de la vague 2, tout ce qui est fait avant la vague 2, bah, ce sera toujours cette fois. Je faisais référence aux positions de la FEMA qui ne sont pas hyper enthousiastes sur le fait de le faire avant la vague 2, quoi. C'est tout. Oui, mais du coup, des membres de la FEMA ici présents nous ont aussi dit à quel point le sujet MSS était une attente forte des professionnels. Donc, donc en tout cas, désormais, c'est disponible et donc on peut venir s'y brancher. Après, vous avez très justement souligné le fait que c'est pas un bug, hein, le double envoi API Crypt et MSS, c'est actuellement, quand on est à l'hôpital, on ne sait pas à qui envoyer ou comment, ou parfois on a un annuaire une interface qui nous dit la préférence utilisateur. Donc on a clairement un gros chantier là-dessus, avec un certain nombre de pistes identifiées, mais on a actuellement pour les gros émetteurs, c'est un sujet très fort, et donc les professionnels derrière nous disent qu'ils sont arrosés de tous les côtés et que c'est pas nécessairement ni pertinent ni important. Pensez-vous inciter ou faire en sorte que soit généralisée la publication de vidéos illustratives du fonctionnement du LGC? C'est à double tranchant, donc il y a un certain nombre d'éditeurs, sous le contrôle des uns et des autres ici présents, qui ont mis à disposition des vidéos YouTube. Maintenant, il y a aussi des prérogatives, c'est une sorte de secret industriel, chacun met ce qu'il veut, et en tout cas, c'est pas notre rôle c'est pour ça que j'ai même pas mis des copies d'écran de ce qui marchait très bien pour le DNS dans les solutions. C'était neutre. C'était neutre, on a juste des exemples dérivés, mais pas appliqués. On avait dit vraiment sur la salle, voilà, l'ergonomie, c'est vraiment je pense, la marque de fabrique de chaque éditeur aussi. Donc, voilà, je pense que c'est vertueux que ça le reste aussi également. Et du coup, dans l'enjeu, par contre, les plateformes mises à disposition des DNS, là aussi, c'est vraiment des plateformes que différents éditeurs ont mis à disposition, mais qui sont des plateformes pas dédiées, parfois sécurisées. Donc ça, on ne peut pas pousser un éditeur à mettre publiquement toutes ces vidéos démonstrations, quoi. Non. Enfin, on ne s'est pas donné de cadre légal pour pouvoir le faire. Je ne sais pas si c'est nécessairement utile. Y aura-t-il une API spécifique pour l'annuaire de santé? Oui, tout à fait. Il y a une API Fire qui actuellement est en bêta et devrait passer dans les prochains jours en production. Et après, derrière, il restera tout le problème de la fiabilité de l'annuaire, qui est un sujet fort, qui ne recouvre pas le sujet API Crypt, puisque en fait, dans l'annuaire national des professionnels de santé, on a les adresses MSS, donc qui sont plus ou moins à jour, et dont les professionnels eux-mêmes sont plus ou moins informés. Mais du coup, après, il y a le sujet API Crypt en parallèle, qui est API Crypt V1, dont MSS, qui est aussi un sujet qu'il conviendra de voir comment on fait converger. Est-il prévu que les éditeurs disposent d'un accès à mon espace santé de test pour tester l'envoi de mail à la messagerie citoyenne? Si oui, comment? Actuellement, Madame Thiel, les façons dont ça fonctionne pour le test à la messagerie citoyenne, c'est par exemple pour dire que vous avez pu envoyer un message à la messagerie citoyenne, c'est une messagerie de santé, tout simplement. Donc, techniquement, on ne fait pas la différence entre une messagerie citoyenne et une messagerie professionnelle. Pour autant, il n'y a pas actuellement de mon espace de test qui est prévu au sein de mon espace santé, et je recommuniquerai la demande qui, je vois, a été renforcée par deux autres personnes, donc on la recommuniquera. Maintenant, on sait qu'il y a une réticence très forte sur ce point pour ne pas créer d'espace inopportun alors qu'on est en production réelle avec des vraies données de patients. Donc, c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de débats du membre récurrent des éditeurs, et je vois qu'il est plussoyé à plusieurs reprises.
Oui, si je puis me permettre, en fait, dans ces cas-là, si c'est pas possible, il va falloir que dans les exigences de la vague 2, on puisse, enfin, que la formulation des preuves fasse en sorte que nous n'ayons pas besoin d'accéder à une messagerie citoyenne par mon espace santé, parce que sinon, c'est pas possible de formuler des preuves, quoi. Alors, sur la vague 2, du coup, j'aimerais, et les espaces de test, qui est un retour qui nous a été fait très largement, alors pas dans l'espace Sentinelle, puisque là, on sort déjà de Sentinelle pour aller sur la vague 2, même si Sentinelle a évidemment vocation à se poursuivre, mais on espère que dans la vague 2, ce sera plus nécessaire parce que justement, on aura tout mis en œuvre pour que ça marche d'emblée magnifiquement. C'est Noël bientôt. Ouais, c'est ça, dans les phases pilotes, mais du coup, l'enjeu des espaces de test, des bacs à sable, etc., c'est un point qui a bien été pris et les équipes sont en train d'y travailler activement. Donc, même si vous n'avez pas encore eu de retour concret, à l'exception des quelques diapositives que je vous ai mis pour que vous puissiez, des liens que je vous ai mis pour que vous puissiez tester les CDA et autres répondeurs MSS. Mais sinon, c'est un point qui est bien pris et dont on est confiant sur le fait qu'il sera clarifié dans le cadre de la veille. Voilà, je crois qu'on est pas mal sur le timing, à peine 1 minute de retard. Est-ce qu'il y a d'autres questions également voilà, que cette présentation soulève ou auxquelles on n'a pas répondu lors de cette présentation? En tout cas, nous, on vous diffusera le contenu donc avec les diapositives avec tous les liens. Si vous avez besoin de retour sur vos DNS experts de vos solutions, du coup, à votre disposition pour vous communiquer leurs coordonnées. Madame Siage, vous avez une question? Oui, j'en profite pour répondre à la question de Madame Join. En fait, la problématique pour les éditeurs, et je ne parlerai que de nous, mais certainement que les autres auront la même problématique, c'est de répondre aux exigences Sentinelle en même temps que se préparer aux exigences Ségur Vague 2 dans la crainte que les exigences Vague 2 soient en complète corrélation avec celles de Sentinelle, quoi. On sera complètement aligné. Du coup, dans Sentinelle, on vous a dit il y a l'API, APS, MSS, ce sera exactement les mêmes. Tout ce qui est dans l'INS, tous les points de la checklist de l'INS ou de l'alimentation systématique seront des points qui seront écrits exactement dans les mêmes termes dans la vague 2. C'est vraiment quelque chose auquel on est extrêmement attentif. Oui, les termes sont importants, effectivement. Dans la release candidate de juillet, du coup, vous n'aviez pas encore les exigences Sentinelle, mais c'est évident que l'objectif, on a vu que ça a été laborieux de mettre tout ça en œuvre. Ça a été un gros travail avec les éditeurs de post-construction, avec les professionnels de la task force et les uns et les autres, pour réussir à aboutir à quelque chose dont on sait que c'est pas parfait, mais qui au moins permet de déclencher l'usage. Et donc, évidemment, on veut reprendre cette recette qui marche pour non seulement les remettre dans la vague 2, mais les amplifier en en rajoutant même un certain nombre qui ne font pas partie de Sentinelle à date, mais qu'on vous donne en perspective, notamment les aliprog, les UX, dont on sait d'ores et déjà qu'il y avait un certain nombre d'usages. Donc évidemment, l'objectif, c'est clairement de faire que tout ça soit aligné. On s'y engage. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions encore également qui restent en suspens? Du coup, là-dessus, on vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre attention, votre participation active, parfois vos contributions et suggestions qui sont bien notées. Ah mince, t'as enlevé le partage avant qu'on parle des petits sapins des fêtes de Noël. Vous allez vous souhaiter les bonnes fêtes. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, je vais le retrouver. Bon, à 4 jours des fêtes, ça se fait. Les plus courageux sont donc venus assister au webinaire. Et donc, on vous remercie encore pour tout ça. Et à votre disposition, vous avez nos coordonnées. Et à suivre donc très follement pour la suite. Ah bah oui, ça y est, tu es là. Super. Merci beaucoup. Très bonne fête. Merci, au revoir. Je sais pas si tu as filmé, il faut que tu fais un point.
Il met quelques minutes. J'ai fait. Allez, je retourne au ministère.
là, je vais arrêter l'enregistrement. Et donc, voir avec l'ANS si on peut éditer pour couper la dernière partie.